Eh bien, en ce samedi matin, on est à 10 jours de Noël. Oui. Il y en a juste un qui a une décoration, il est habillé en rouge. Ah oui, il y en a une autre. Je vous présente tout de suite le co-animateur qui s'appelle Andrew Richard. Il dit que c'est le fils de Maurice Richard. Mais lui, il parle anglais. Andrew a une formation d'ingénieur. Il a travaillé sur des projets qui ressemblent à la démolition de la Filtex. Donc, il a des notions qu'il pourra nous communiquer en cours de route. Donc, il va y avoir aussi, il y a un chapeau à la sortie. Pour entrer, c'est gratuit. Pour sortir, pour sortir, il y a des frais. Vous donnez ce que vous voulez. C'est pour payer un peu la captation de vidéo. Peut-être mon lunch, peut-être d'autres choses, mais donc c'est bienvenu. Et sans plus tarder, je vous présente un peu le déroulement qui est indiqué sur le tableau ici. Il va y avoir en premier lieu un cours historique par Mme Jeanne Morazin, qui est notre historienne de Sutton, un cours historique sur la Filtex. Mais elle n'en dit pas trop parce qu'il y a un document en préparation et qui va être très, très élaboré. Bienvenue, mesdames. Il y a des places ici, à l'autre table là-bas. On va compléter les tables parce que c'est assez complet à chacune des tables. La deuxième partie, après Jeanne, il va y avoir un tour de table. Ça veut dire qu'à chaque table, vous allez avoir à discuter entre vous autres. Chaque table va discuter. Vous allez nommer un animateur ou une animatrice qui donne la parole. Et vous allez prévoir aussi un porte-parole ou une porte-parole qui viendra ici me remplacer pour dire, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé à votre table. Il va y avoir aussi un comité de formation d'un comité pour un suivi de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce comité aura différents mandats. Un mandat important, c'est de préparer pour le forum du 22 janvier un compte-rendu de ce qui s'est passé ici. Parce qu'il faut qu'on avance, hein, sinon ça ne marche pas. C'est beau? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Autour, on vous donnera 5 minutes pour aller lire un peu. Ce sont des courriels que j'ai reçus ou ce sont des choses que j'ai entendues qui ont été notées là-dessus. C'était pour alimenter la discussion, mais c'est bon de partir de la discussion puis de compléter après. Donc, sans plus tarder, je vous présente Jeanne Morazin. Alors, bonjour. Ça fait 1 an que l'héritage Sutton travaille à refaire l'histoire du quadrilatère de la gare où la Filtex a été implémentée. L'histoire de la Filtex aussi, et on le fait suite à un mandat qui nous a été donné par le Sutton et le pacte rural, dont l'objectif est de réunir toutes les informations qui pourront aider à la prise de décision quant au réaménagement du site. Alors évidemment, 1 an de travail, je ne vais pas vous résumer 106 diapos, mais ça va être... j'ai pris un angle particulier qui est de comprendre comment on est parti de ce quadrilatère de la gare qui existait en 1897, une carte de 1897, où la rue des Pines s'appelait Dépôt, la rue Pearl s'appelait Greeley, puis la rue Dépôt s'appelait Borail, parce que les propriétaires de la rumeur affamée, la rumeur affamée, c'était le magasin Borail. Alors, ça c'est 1897. Et comment on est parti de là pour arriver avec ce qui
occupe maintenant, et on va démolir le cœur du quartier de la gare. Alors, ce que vous venez de voir, il y a eu le grand feu de 1898, il ne reste plus rien. Alors, ce quartier a été complètement détruit en 1898. Le dépanneur, et il est resté un pain debout à côté. Et c'est ce qui explique que la rue du Dépôt est devenue la rue Pain. Et que là, on s'est dit, ben, il y a encore une rue qui mène au dépôt, fait qu'on a pris la rue Borail pour le appelé du dépôt. Et ensuite, on se retrouve en 1926. C'est pas venir. Alors, on va la grossir. Excusez, donc, comme je l'ai dit, on n'était pas au point pour une présentation, c'était pas prévu aujourd'hui. Alors, en 1926, vous retrouvez le même quadrilatère. Vous voyez que tout est a été reconstruit. Et qu'il y avait entre chez Camille et ce qui suit, il y avait Boat Station, passé l'esquière. Ça, c'est la situation en 1926. Donc, on a tout reconstruit. Et c'est un quadrilatère qui est extrêmement dynamique. Il y avait des commerces tout le tour, il y avait des maisons de chambre, il y avait... c'était vraiment le cœur du village avec la gare et tout ce que ça crée de va-et-vient. Et donc on avait vraiment reconstruit. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1926, justement, la même année, la ville de Sutton a fait construire cet édifice-là. Vous le reconnaissez sans doute, il est sur la rue Pain. Il existe encore, mais pas pour longtemps. C'est un édifice la ville a fait construire pour accueillir des entreprises. C'était vraiment, aujourd'hui on dirait un motel industriel peut-être. En tout cas, c'était vraiment le but, la ville a... Et la première entreprise qui s'y installait, c'était la Ménard, qui fabriquait des jouets en bois ou des articles en bois. Parce que l'industrie du bois était très, très forte dans... Et il y a eu la Ménard et d'autres. Et c'est là qu'en 1939, la filature de Sutton, la première filature de Sutton, s'est installée. Ça s'appelait la Sutton Silk Milk. Et c'était une entreprise de Granby. Et on faisait, en pensant à la date, vous comprendrez pourquoi, on faisait du tissu et du fil pour parachute. On était en pleine guerre. Et c'était pour ça qu'on a installé, c'était des métiers, on faisait du tissu. En 1951, la Sutton Silk Milk a été rachetée par deux familles d'entrepreneurs, les Lincoln et les Sears, et c'est eux qui, sous divers noms, vont être derrière la filature de Sutton, qui a pris plusieurs noms, que ce soit Yarntex, Rawfield, Robinson, c'est toujours à l'intérieur des... Parce que la Yarntex, c'était vraiment un holding de toutes sortes de compagnies, et c'est eux qui vont, en continuité de 1951 jusqu'à 2004, vont être derrière la filature de Sutton. En 1900, elle a fermé un petit peu en 1954, parce que les affaires n'allaient pas très bien, toujours sous le nom de Sutton Silk Milk. Mill, plutôt pas Milk, Mill. Et en 1955, ils ont réouvert sous le nom de Yarntex. Et ils ont arrêté de faire avec de tisser des tissus, donc d'avoir des gros métiers à tisser, pour devenir vraiment une filature, dans le sens qu'on produisait du fil. On produisait surtout du fil à tapis, mais après ça, on s'est diversifié dans le fil à broder, les fils de laine, à partir de matières brutes, de matières naturelles, de matières synthétiques, les fils à macramé, enfin, tout au long, pour se rendre jusqu'en 2004, avec des périodes de haut et de bas. C'est une industrie qui peut être cyclique à certains moments, et surtout des expansions. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais aller celle-là, vous avez la... Vous avez des photocopies sur les tables. Alors, le bâtiment 1,
c'est la grange, qu'on appelait la grange sur la rue Pain. Hein? C'est celui de l'étude que je vous ai montré, qui est un toit de grange ou à peu près. Ensuite, il y a eu une petite extension derrière. Vous voyez les différentes 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça. Et ça s'est fait entre la fin des années 50 jusqu'en 1986. La dernière expansion s'est faite en 1986. Et ce qui longe la voie ferrée empiète aussi, ou empiétait un peu sur la propriété des chemins de fer. Et je ne sais pas si cette question-là de propriété a été réglée. Alors, ce qui veut dire que ce qu'on a, la Filtex d'aujourd'hui, c'est tout ça. Vous voyez qu'est-ce que ça, comment c'est venu s'implanter et s'installer dans ce quartier-là. Ça en a pris, c'est près de 78 000 pieds carrés. C'est en mètres carrés, je pense que ça donne 7 230 mètres carrés, ceux qui sont métriques. Alors, c'est donc ça, là, qui est maintenant, qui existe et qui est dans un état, comme vous le savez, plutôt lamentable. Notre recherche, en plus de documenter l'histoire du carré de la gare, de la Filtex, si vous voulez en savoir plus, pour savoir si c'est un quadrilatère extrêmement vivant, dans le dernier tour de Sutton, j'ai écrit un article là-dessus qui montre, qui rappelle les étapes, donc vous pouvez toujours vous y référer. Notre mandat était aussi de faire l'histoire de la Filtex comme telle, les différents propriétaires. Je vous les épargne parce que on se promène de nom en sous-nom, en filiale, etc. Mais ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est que de 1951 à 2004, c'est les familles Sears et Deckelbaum qui sont derrière, sous toutes sortes de noms. Et ils ont failli fermer ils ont fermé un peu en 54, ils ont failli fermer un peu en 78, mais finalement, ils ont résisté jusqu'en 2004. Dans notre recherche, évidemment, on a interviewé M. Sears, qui est toujours vivant. Enfin, on a beaucoup appris, cette histoire-là, on va la raconter dans les prochains mois. On a aussi beaucoup rencontré d'employés de la Filtex. On a parlé à 40 d'entre eux. Certains qu'on a enregistrés. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? D'abord, souligner que combien il y en a eu? Le chiffre varie entre 160 et 200 au plus fort des productions. C'était 3 quarts de travail, donc 3 quarts de 8 heures. Et on arrive à dire probablement jamais, c'est pas moins que 160, c'est pas beaucoup plus que 200, même s'il y en a qui nous ont lancé des chiffres comme 300. Mais on pense que la fourchette est plutôt entre 160 et 200 quand on était à la production maximum. C'est aux 3 quarts des femmes. Ça n'étonnera pas. C'est un travail dur, même pour les femmes, parce qu'il y a les ballots et les barils, il fallait qu'ils les transportent. C'est un travail qui demandait beaucoup d'attention. Les conditions de travail n'étaient pas faciles. Des fibres en suspension dans l'air d'un air vicié. Le bruit qui était assourdissant. En été, il faisait chaud et humide. Par l'hiver, il faisait froid et humide. Alors, c'était pas des conditions faciles. Et ceux qui ont vu, qui voient de l'extérieur l'étude de la Filtex, vous remarquerez que les fenêtres ne sont pas grandes. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des petits. C'est presque des valsistas. Les gens, on leur a demandé, mais avez-vous aimé ça, travailler à Filtex? Parlez-nous de ce que c'est. Les gros avantages, c'était la proximité. Tout le monde allait au travail à pied. Donc, pour eux autres, aller travailler ailleurs, il fallait avoir une auto, il fallait avoir des problèmes de gardienne. Donc, la proximité. L'autre chose qu'on nous a dit, la camaraderie. Que c'était... tout le monde se connaissait, c'était une famille, il n'y avait pas de grosse tension entre les gens qui travaillaient là. Et l'autre chose, le respect de la population. C'est que les gens, c'est vrai que quand tu es la seule place qui emploie 160 ou 200, les gens reconnaissaient la contribution économique de leur travail à la vie à Sutton, parce qu'ils dépensaient leur argent ici aussi. Et il y avait un respect de la population qu'on nous a souligné à plusieurs reprises. On leur a demandé comment voulez-vous qu'on se rappelle de vous.
savent pas trop, mais ils veulent sûrement qu'il y ait une forme de rappel-hommage dans le réaménagement qu'on fera à leur contribution à la vie et à l'essor de Sutton. Je résume, c'est très résumé, mais j'espère, quand on va remettre notre rapport, ce qui est dans les prochaines semaines, à ceux qui nous ont mandatés pour faire la recherche, la ville et le pacte rural, qu'après ça, tout ce qu'on leur aura fourni vous sera retransmis. On nous autorisera à le retransmettre dans nos cahiers ou sous une autre forme. Voilà. En fait, Andrew va dire quelque chose sur la... Il est allé faire le tour de la Filtex. Il y a quelque chose... Vu qu'on va parler à la fois de démolition et à la fois de reconstruction, Andrew a quelque chose à dire qui concerne un peu la démolition. Oui. Je vais essayer en français, mais je m'excuse, c'est pas ma langue maternelle. Il est très bon sur français. C'est facile pour lui à dire ça. Mais, premièrement, je dois emphaser que je parle comme un citoyen. Je suis un ingénieur, mais à ce moment, je parle comme un citoyen. C'est pas possible pour moi de parler comme un professionnel à ce moment parce que je ne suis pas engagé par la ville. Mais hier, j'ai visité le site pour la démolition. Je pense à ce moment, le 2, 3 et 4 sont complètement démolis. Ils sont à la terre, complètement. Ça a ouvert quelque chose. Le bâtiment 1, 6 et 5 sont maintenant ouverts à les éléments et les animaux. En fait, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont là. C'est un bruit incroyable. C'est intéressant. Mais le bâtiment 7 est complètement fermé. Et comme vous avez dit, c'est possible de voir l'histoire des bâtiments. Et le 7 est quelque chose de différent des autres. Si on commence avec les bâtiments qui restent, 1, 6, 5, nous n'avons pas visité l'intérieur, mais c'est possible de voir pour la plupart que je pense que la structure est bois pour 1, 6 et 5. C'est couvert, le 5 est couvert en tôle d'acier, mais je pense que la structure est bois dedans et le bois est un peu pourri pour les bâtiments. Ils ne sont pas comme une espèce publique, quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup de potentiel de réutiliser, à mon avis. Mais il y a les experts qui vont visiter et faire une opinion aussi. Le bâtiment 7, ça c'est une autre chose. Je pense la structure, est acier. Et ça c'est et le dalle est... je n'ai pas trouvé une place où le dalle est brisé ou est pas plat, par exemple, des choses comme ça. So, je pense que ça c'est une autre chose. Ça c'est autour de 175 pieds par 50 pieds, 2 étages. Presque 30-40 pieds de hauteur avec un toit plat. So, ça, c'est un petit résumé de le site à ce moment. Pour les gens qui n'ont pas visité le toit et 4 et 2, tous les matériaux sont à la terre à ce moment. Ils n'ont pas enlevé à ce moment. So, ça, c'est la situation qui existe à ce moment avec un résumé vite. Okay. Yeah. Contrairement à monsieur, moi je suis rentré dans l'immeuble, il y a des fondations, j'ai fait la famille des bénis, il récoltait déjà. Oui, ça n'a pas rapport avec... Non, mais ça n'a pas rapport avec un projet privé, mais quand même, il y a plusieurs volets à ce projet-là. Et puis, intergénérationnel. On s'entend qu'on veut attendre une étude sérieuse sur la possibilité de réutiliser le site et la contamination sur tout le site avant de décider. Donc là, on s'entend juste sur le après. Si on a des idées de projet, s'il y a des... Là, quand même, sur le coin là-bas, moi, je pense qu'il y avait des choses intéressantes, stationnement, pas stationnement. Peut-être qu'une des choses essentielles, c'est dès le début, on voit qu'il y a un très grand intérêt.
Ça, c'est une pointe, là. C'est juste les gens qui ont pu se déplacer. Mais donc, un très, très vif intérêt. Je pense. Oui, mais ils ont acheté, c'est ça. Donc, c'est quand même une grande surface. 80 000, je pense. Ils ont déresponsabilisé les anciens propriétaires de tout. Si le terrain est contaminé. Oui, c'est ça. C'est à nos frais. Ouais, des fois, c'est un cadeau empoisonné. Oui, c'est un cadeau contaminé. OK, moi j'ai fait un petit dessin, je vais vous montrer ce que ça m'avait inspiré. Moi puis mon chum, en fait. La traque est là, peinte, dépôt. On avait pensé, mais là je ne savais pas à ce moment-là que le bâtiment 7 restait. Mais alors, c'est pas décidé. Mais c'est pas décidé. En tout cas, donc c'est ça. Puis j'aurais vu aussi, puis je pourrais appeler le maire de Venise en Québec, parce que lui, il en a fait un bâtiment d'accueil avec douche pour les parce que je verrais une place pour faire des spectacles. Je verrais, ce serait un parc où, par exemple, les massothérapeutes pourraient venir s'installer au parc et offrir des massages aux touristes. À l'occasion, quand il y a 3000 personnes à sauter comme au marché de Noël. Tu as vraiment 3 boutiques, puis tu as des espaces. Un peu comme au marché de Noël, quand tu rentres dans un igloo, là. Bon, ben là, tu as un espace, mais ça pourrait être des espaces qui sont... Donc, tu aménages ça, là, mais le plus simplement possible. Tu vois, servir la population, le rassemblement. Le rassemblement, puis c'est là tout le temps. Tu n'as pas à dire aux autos, venez plus là. Alors, je suis d'accord de prolonger peut-être le stationnement un peu, puis penser les stationnements, mais il n'y a pas de stationnement là-dedans. Là, vraiment, là, c'est piétons autour. C'est ça qui va poser C'est complètement autonome. C'est intéressant. Mais on n'est pas si nombreux. Mais électrique. Mais pas si vous avez un mini-wagon. Si vous avez un wagon de 100 passagers. Oui, le reste. Mais entre-temps, si vous me permettez, nous, en France, cet été, on a vu, en pleine campagne, ils ont installé des genres de vélos sur rail pour les touristes. Et tu n'as rien besoin de changer, c'est les anciens rails. Et hyper écolo, tu pédales sur le rail, puis tu te rends à l'autre village, tu visites l'autre village, tu c'est vrai. Il y en a un. OK. Je serai de celui-là parce que c'est ça qui est capté dans le... Ah, d'accord. Oui. Bonjour. Je suis le porte-parole de la table numéro 1, appelons-la comme cela. Alors, pour faire assez rapidement, on a fait un tour de table pour chacune des questions. Et à la première question, quels sont les risques? Bien entendu, on a parlé surtout des contaminations, surtout contamination du sol, qui était un des risques. Et cette question-là, c'est aussi attaché à la deuxième question. Comment voyez-vous la démolition? Alors, ce qu'on voulait souligner, nous, à notre table, c'est qu'il y a des risques lors de la démolition, que ce soit le bruit, que ce soit la poussière, que ce soit la contamination par la poussière et le bruit, etc. Donc, il fallait minimiser ces risques-là, y mettre toutes les mesures d'atténuation possibles pour non seulement le cœur du village, mais tous les citoyens qui vivent aux alentours. Et en deuxième point, pour la deuxième question, on a parlé aussi de récupération d'artefacts. C'est qu'à l'intérieur de ce qui reste comme édifice, il pourrait y avoir une équipe qui se charge d'aller voir s'il y a des choses à récupérer. C'est une question de préservation de l'histoire, préservation de la culture suttonaise. D'accord? Cette usine-là, parce qu'elle était importante. Quel est le rapport avec le plan d'urbanisme? Bien, comme la majorité d'entre nous, on ne connaissait pas le plan d'urbanisme, on n'a pas vraiment aucune idée quel est le rapport avec. Mais on est conscient, par exemple, qu'avec le PIA, étant le cœur du village, le noyau du village, c'était très important que ce soit bien intégré dans le plan d'urbanisme. Le PIA, c'est là?
Plan d'intégration architecturale. Plan d'intégration architecturale. Plan intégré architectural. Plan d'intégration architecturale. C'est un des 36 000 acronymes qui existent dans le coin. Quel type d'aménagement aimeriez-vous y voir? Donc, on a procédé, nous, un peu par élimination. On ne voulait pas y voir des condos. On ne voulait pas y voir une autre usine. On ne voulait pas y voir un marché. La grande majorité, 99,9 des gens à notre table, étaient d'accord pour un parc avec stationnement, mais très limité, niveau stationnement, parce qu'on ne reconnaît pas une ville par la qualité de ses stationnements habituellement. Hein? On la reconnaît par la qualité de ses parcs. Et puis, rue piétonne, on a pensé aussi qu'une rue pourrait devenir piétonne. Par exemple, la rue Dépôt pourrait devenir piétonne, fermée à la circulation, etc. C'était une idée qui a été soulevée. Dans la question 4, toujours, ce qui était important, c'est de procéder par étapes, c'est-à-dire que pas essayer de tout faire en même temps, mais le voir peut-être plus long terme, peut-être voir un parc aménagé dans une première phase, dans un premier temps, et avec quelques années plus tard, avec des constructions qui pourraient y être aménagées. Le plus important dans tout ça, c'est ne pas se bloquer des possibilités, ne pas bloquer le potentiel de ce qu'on peut faire. Garder toutes les portes ouvertes et de ne pas faire quelque chose qui nous empêche d'améliorer dans le futur les infrastructures qui y seraient construites. D'accord? Et bien entendu, j'invite la table, si jamais je fais une erreur, de me corriger. La 5e question, assez facile. Que ce soit les citoyens, la MRC, la province ou le fédéral, ça revient toujours à nous autres. De toute façon, le payeur de taxes à financer. Moi, j'ai amené la solution du PPP, mais ça n'a pas nécessairement plu à tout le monde. Parce que c'est compliqué, justement, et puis ça revient toujours que c'est nous qui payons. Mais en fait, le but de ça, c'est de dire, bon, ben, avec les experts qui connaissent un peu les règles du jeu, de voir toutes les possibilités au niveau des subventions qui existent, tant au niveau de la MRC, qui n'ont pas une scène, que du provincial et fédéral, qui, eux, ont un peu plus de moyens. Donc, et c'est dans le développement, hein, quand on fait nos phases de développement, phase 1, démolition, phase 2, décontamination, phase 3, premier aménagement, phase 4, deuxième aménagement, c'est de voir à travers ces phases-là qui peut mieux nous servir, où on peut aller chercher les meilleures subventions pour pouvoir développer à moindre coût pour nous ici à Sutton. Et quel échéancier aimeriez-vous pour la réalisation de ce projet? Bien, encore là, on n'a pas d'échéancier. Toujours le plus rapide sera le mieux, mais on ne veut pas que ça aille trop vite non plus. On ne veut pas, parce que là, la facture va être incroyable. Donc, il faut se donner le temps de bien penser, de bien développer. Et on est encore revenu sur ne pas faire de gestes qui nous empêchent de développer. Pas se bloquer dans un coin avec tout ça. Alors, je vous remercie. Merci, Claudie. Ça va être difficile pour les autres tables. Qui veut venir? N'importe qui? Oui, Pierre. Il faut parler ici parce que c'est ça qui est capté. OK. Alors, sans répéter ce qui a été dit, de prime abord, on a déterminé des choses qu'on ne voulait pas. Des condos, une autre usine. Quoique, il y a des choses multidimensionnelles ou techno, marché, différentes choses qui pourraient être intégrées. Premièrement aussi, les coûts. Les coûts nous ont étonnés par rapport à juste la démolition. Mais aussi, on a dit, les coûts, on ne doit pas s'arrêter à ça. Présentement, c'est vraiment les fonctions qu'on veut intégrer à ces aspects-là. Alors, le premier fil conducteur, c'est le pain. Alors, on a dit, ça fait partie, on a appris l'histoire du pain, on doit l'intégrer dans la structure, dans le plan d'ensemble, que ce soit notre voie d'accès,
Et aussi, le rôle de la Filtex et des femmes, donc un fil conducteur qui pourrait animer et faire penser à tout l'aménagement du secteur. Maintenant, les autres aspects sont surtout axés sur les différentes possibilités. Et là, on a été vraiment dans toutes sortes de choses en utilisant le transport pour utiliser la rail, même avec... On ne s'est pas donné vraiment de limite par rapport à ça. Mais ce qu'on veut, c'est que ça soit multifonctionnel et axé vraiment un rappel sur la nature et l'aspect naturel de Sutton. Que ça soit un phare, donc, pour la municipalité. Et ça, encore une fois, sans égard au coût pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres points importants? Bien, c'est ça. On dit, ben là, c'est parce que on peut élaborer longtemps, mais quand on parle d'un phare pour Sutton, ça peut être un parc, ça peut être multifonctionnel, ça peut être quelque chose qui nous permet d'accéder à voir la montagne, mais c'est des choses semblables à ça. Ah, donc, récupérer des artefacts, mais aussi récupérer des tôles vraiment d'un point de vue économique. Ça veut dire qu'il y a un potentiel économique à récupérer ces matériaux-là. Ça serait évalué. Mais c'est pas juste les citoyens qui doivent participer, c'est aussi des experts, parce qu'on tombe dans un monde où on aura besoin d'avis importants sur des points qui vont nous marquer pour les prochaines années, non seulement pour notre vécu, mais aussi sur notre budget. C'est beau? Merci. Ça va très bien? Non, je sais pas. Jérémy, ça manque de femmes ici au micro. Je vais parler comme ça. Alors? Plus proche de ça. Faut parler avec les deux en même temps? OK. Wow. Du coup, en fait, nous, il y a déjà eu un bon moment où c'est vraiment sur... On attend de voir qu'est-ce qui va sortir des rapports de décontamination, puis qu'est-ce qu'on peut garder réellement, puis qu'après, prendre le temps de réflexionner à partir de ces rapports-là. Puis, le point essentiel qui ressort, c'est que nous, on s'est vraiment concentré sur qu'est-ce qu'on veut, et pas tant sur les questions. Mais la ville piétonne, ça ressort vraiment énormément de garder un cœur à ce village-là, où c'est pas la voiture qui domine, là. Puis que c'est ça, la rue Dépôt, Road Station, ben, que ce soit piéton, que ce soit vraiment un cœur économique et commercial sur une petite partie de l'espace. Le stationnement, on est tous d'accord qu'on s'entend qu'il y en a besoin aussi, mais que ce qu'on voyait, la possibilité, c'est que par l'arrière de la SAQ puis de la pharmacie, il y avait déjà une entrée pour les voitures qui étaient là, puis il y avait déjà un stationnement qui pouvait être amélioré puis agrandi de ce bord-là, tout en gardant de l'autre bord le côté piéton, puis en ayant un parc ouvert. Il y a eu la bonne idée d'avoir aussi un stationnement. Comme il faut creuser pour décontaminer, on peut faire un stationnement souterrain, puis que ce stationnement-là, il soit payant pour les touristes et tout, pour amortir les coûts aussi du stationnement à long terme. Puis du coup, ça fait que de toute façon, il faut qu'on l'enlève pour le décontaminer. Autant, au lieu de remettre de la terre, faire un stationnement, c'est une bonne idée. On se pose la question de la sécurité aussi au niveau de la voie ferroviaire. Donc, tu sais, la petite clôture végétale avec des vignes, on trouvait que c'était encore une bonne idée à peut-être reproduire quelque chose de végétal du même genre de l'autre bord, si jamais il y avait besoin. Puis que la grosse idée, en fait, c'est qu'on a envie que ce soit un espace de rassemblement pour la communauté et pour que les touristes, quand ils viennent à Sutton, ils sentent cette communauté-là aussi, puis que ce soit quelque chose d'aéré. Donc, vue sur la montagne, avec des arbres, des bancs, un espace vraiment public, avec des toilettes publiques. Ça a été important. Puis, tu sais, ce soit avec comme un marché couvert, que ce soit quelque chose qui soit vraiment modulable au niveau de ce qu'on peut y faire.
qu'il y ait des espaces ouverts, mais qu'on puisse y rentrer des choses en fonction, tu sais, que ce soit comme une place des festivals ou quelque chose qu'on peut faire rentrer des activités, les enlever, puis remettre autre chose, puis c'est ça. Puis c'est ça, l'idée de gare intermodulable avec de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a le train, on a les vélos, on a les autobus, les voitures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à cet endroit-là pour que tout le monde puisse se converger par ici? Et en gros, c'est pas mal ça. Est-ce que j'oublie des choses? Je vais juste ajouter pour l'idée de la gare intermodale, ce serait aussi joint avec un service de navette pour la région, un navette d'autobus, des petits autobus, également électriques bien sûr, mais pour offrir un service de plus que seulement un stationnement souterrain. L'idée du stationnement souterrain, c'est de garder la surface pour les parcs, puis avec le moins de bâtiments possible. Ouais. Voilà. Salut, parce qu'il faut que je prenne une voix d'homme, là. Je pense qu'une des préoccupations premières dans ce projet-là resterait de se concentrer sur une façon de faire écologique pour minimiser l'impact. Donc, si on fait un stationnement, nous autres, on pensait plus à des petits îlots de stationnement ici et là, rajouter quelques stationnements ici et là pour venir... donc, ces stationnements-là pourraient être faits comme à D'Art et de Rêve, ils ont fait ça. C'est un stationnement végétal, du béton troué, là, que le gazon pousse au travers. Donc, ça peut devenir une surface gazonnée ou ça peut devenir... Puis c'est déneigeable et tout. Donc, ça, c'est pour les stationnements. Mais même dans la décontamination, il y a plein de techniques qui se font maintenant pour décontaminer le sol. Prendre le temps de le faire aussi. Oui, on veut quelque chose de rapide, mais il faut... je pense que je me souviens plus comment il l'avait souligné, de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Vivre dans l'espace aussi pour voir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut l'aménager. Puis les besoins vont venir aussi avec le temps. Ensuite... le petit îlot de stationnement, dépôt, on pensait aussi à la rue piétonne avec dépôt. Et puis, le centre, là, nous, on a pensé au local numéro 7, là, qui pourrait peut-être être gardé ou pas, pourrait peut-être devenir cette salle-là multifonction où on pourrait justement aménager différents espaces. J'ai mon chum qui a travaillé sur les réaménagements des églises au Québec, puis ils ont vraiment développé une foule de bonnes idées sur comment réaménager, mettons un genre de garde-robe rangement où tu as comme plein de tables pliantes, super rapides, que 2 personnes en 15 minutes peuvent monter une salle de réception rapide, où il y aurait aussi une cuisine qui pourrait être aménagée pour servir pour les réceptions ou pour autre chose. C'est un mur qui est quand même assez haut. Il pourrait y avoir aussi un espace où il y aurait de la grimpe de possible à l'extérieur, à l'intérieur. Moi, j'ai souligné aussi l'importance d'essayer de ramener les jeunes, peut-être aussi faire un espace pour les ados qui peuvent venir chiller là. Donc, avec le mur, ça pourrait être le fun de mettre des tables, des bancs, c'est sûr, des arbres, ça prend tout ça. Un parc avec des modules pour les enfants, ça serait le fun parce que Western est loin. Même chose avec le bloc sanitaire. On a pensé aussi au belvédère. Ça pourrait être intéressant. Si on garde le bloc 7, on a une belle surface là, qui pourrait faire une terrasse intéressante pour... Allons, tu sais... Ce qui serait important aussi, c'est que ça soit encore... Là, on parle, là, mais il faudrait vraiment se revoir puis repenser tout ça, mais pas en 2 heures, là. Puis de se faire des équipes de travail avec des architectes et tout ça. Moi, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle les charrettes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les charrettes architecturales où on a une fin de semaine de rush, on fait un projet, puis on présente, puis est conservé de ça les meilleures idées. Bâtiment multifonction, rec gym, réception. Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup dans le bâtiment 7 ou dans l'espèce de bâtiment multifonction, je pense que ça revient beaucoup. Il y a peut-être moyen de relocaliser peut-être certains organismes qui sont mal présentement, qui sont dans des locaux en décrépitude, qui doivent être refaits. On pense au centre John Slade qui fait dur un petit peu. Donc, il y a peut-être moyen de relocaliser des choses. On parle aussi du gym qui est un petit peu mal localisé. Les locaux sont à refaire. Donc, ça pourrait être aussi une autre possibilité. C'est ça. C'est pas mal ça, les arbres. Voilà, centre communautaire.
Ah oui, excusez-moi, il y a aussi moyen de faire des murs végétales. Au Québec, il existe une compagnie dont j'oublie le nom, qui font des clôtures en saule tressée, qui pourrait parer aussi le bruit peut-être du train pour les parties où qui seraient démolies, qui ne seraient pas cachées, pour protéger aussi. Puis aussi pour le stationnement, ça pourrait être aussi un espace où, à l'occasion, comme quand il y a le Brown Fair, des fois, les voitures, ils sont sur un espace gazonné qui autrement sert à d'autres choses, tu sais. Donc, un espace plus vague où les autos pourraient, mais qu'autrement, ça servirait d'espace. Donc, prenons le temps d'en discuter. Voilà. C'est lui qui fonctionne? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Je vais vraiment être en stéréo. Bon matin. Bon, je pense que tout a pas mal été dit. Nous autres, on a parlé de décontamination naturelle avec, bon, il y a des espèces d'herbes et de plantes qui existent ou de champignonnières qui pourraient aider à la décontamination naturelle. C'est sûr que c'est plus long, mais les coûts sont moins astronomiques. Et puis, bon, nous autres, on a surtout parlé, bien, je pense que comme plusieurs ici, là, on a surtout parlé de quel type d'aménagement aimeriez-vous y voir. Nous autres aussi, on a éliminé les condos, puis une autre usine. Puis, on était pas mal tous d'accord que les quatre, le parc marché / gare / salle communautaire polyvalente, un stationnement puis des rues piétonnes pourraient coexister dans cet environnement-là. Moi, j'avais apporté l'idée, à Farnham, il y a une petite salle communautaire qui est faite comme une gare. Et puis, de chaque côté de la salle, il y a des portes de garage qui s'ouvrent tout le long des deux murs. C'est vraiment beau, c'est vraiment très polyvalent. On peut ouvrir les portes de garage pendant l'été, faire des marchés, louer la salle pour des conférences ou comme il y a le Baby Gym, ça peut peut-être se faire là, avec un parc adjacent. Pas un gros parc comme... on a déjà le parc Goyette, là, où il y a les jeux d'enfants, mais juste un ou deux modules qui correspond aux enfants de 2 à 10-12 ans, tu sais. Puis, on avait aussi beaucoup parlé de Val-David, l'espace qu'il y a là-bas, dans le village. Il y a un parc, il y a un petit peu de stationnement, il y a des toilettes publiques. Puis, ce que ça fait, c'est que ça réunit les locales et les touristes. Il n'y a plus de clivage entre les deux cohabitent ensemble dans le village. Ça amène une vie de village un peu plus dynamique. Merci. On avait aussi apporté l'idée de faire d'utiliser pardon? Des plates-bandes végétales, oui. Comestibles, oui. Oui. Si on a à planter des arbres, là, ça serait le fun que ce soit des arbres fruitiers. On n'a pas vraiment parlé de d'échéancier parce qu'on sait que tant qu'on n'a pas les résultats de la décontamination, on ne peut pas savoir combien de temps ça peut prendre. Puis, moi, j'amenais l'idée du bâtiment un peu comme la gare, c'est peut-être en prévision qu'un jour, il y aura le train de banlieue. Si c'est pas possible, mais on peut quand même faire les actions tout de suite, considérant que ça peut se faire, tu sais. Donc, je pense que c'était pas mal tout, hein? Tout le monde est passé. Est-ce qu'il y a des ajouts? Est-ce qu'il y en a qui a des choses qui n'ont pas été dites qui voudraient... Oui. Oui, juste. Si vous me permettez, juste un point. Je regarde dans la salle, ici, là, on est tous
des gens quand même d'un certain âge. Ah, on est tous... J'ai reçu un mail ce matin d'un ami à moi de Sutton aussi qui a dit dans toute ces échanges-là et dans toute cette réflexion-là, je pense qu'il serait important de faire une place aux enfants du primaire, tant du primaire que du secondaire, de pas avoir peur, de ne pas avoir honte, de leur demander leur avis, de leur demander leur input, parce que éventuellement, c'est eux qui vont nous remplacer, puis ils vont avoir à vivre avec ça aussi. Puis je pense que ce serait important qu'on les inclue. C'est tout. Mathisa a allé à l'école de Sutton. Oui, je vais le compléter. Oui. Pour ça. Luc Giguère avait partagé un super long texte que j'ai moi-même partagé sur Sutton Ami. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. C'était vraiment intéressant, c'était touchant aussi. L'idée que j'avais retenue de ça, c'est d'inviter des gens à participer à ce projet-là, comme la compagnie Moment Factory. Puis je pense pourrait avoir d'excellentes idées, là. Puis évidemment des architectes du monde de l'extérieur, tu sais. Puis lancer, oui, il y a beaucoup de villages ou de villes qui lancent des concours. Pourquoi qu'on ne lancerait pas un concours pour avoir tous les gens du village peuvent y participer, les architectes d'ailleurs aussi, les ingénieurs d'ailleurs, les designers d'ailleurs, les gens en permaculture peuvent y participer. Ça ouvrirait, ça ferait connaître. Est-ce que Sutton a besoin d'être connu? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Pour attirer les jeunes familles. Merci. Merci. Eh bien, nous arrivons à une autre étape. En fait, le prochain forum, c'est le 22 janvier. Et d'ici le 22 janvier, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un comité qui soit formé à partir de vous, de quelques personnes de votre groupe, de vos groupes. J'ai une liste ici. Il y a des noms, on peut ajouter des noms, des téléphones, des courriels. Et ces personnes auront comme mandat de faire... il y a du matériel, des notes qui ont été prises. Il y a du matériel vidéo. Il y a aussi ce qui va s'ajouter comme réflexion pour que le 22 janvier, on ait une autre rencontre où ça continue, où la réflexion, on aura un résumé. Le comité nous ferait part de ses observations et ça pourrait amener de l'eau au moulin, comme on dit. Ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est le directeur général de la ville et les employés de la ville. Après, les conseillers, ils conseillent. Mais ceux qui décident finalement, c'est eux aussi qu'il faut qu'ils soient là et qu'ils les voient comme acquiescer. Mais il faut que le... Non, c'est ça. Le conseiller municipal puis la directrice générale a décidé rien, c'est à nous autres. Ça, c'est ce que tu décris là, c'est un abandon du pouvoir des élus. Oui, oui. Mais c'est exactement ça. Oui, oui. D'accord, mais c'est exactement ça qui se passe. Il y a un problème. Moi, j'ai fait 10 ans, je suis pas rentré à l'hôtel de ville. Oui. Mais... Non, il y a une situation... Oui. Mais Jérémy a raison. C'est que le directeur général, il faut qu'il soit bien conseillé. Et Roger a raison, dans le sens qu'il faut le conseiller. Il faut lui dire, nous, comme conseil, on va dans telle direction. Et on va aller là. Et c'est au directeur général à l'appliquer. Sauf que pour une première discussion, c'est pratiquement mieux qu'ils ne soient pas là. C'est pas méchant, c'est que là... Non.
Nous, on a eu la peine de faire discuter ce qu'on voulait autour de la chaque table a fait des discussions. Si on est mieux organisé, on arrive avec des idées un peu. Là, on va faire. Structuré. Avec des choses plus concrètes. On est parti avec plein de choses, plein d'idées. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas en main non plus sur le projet de démolition. Ça fait 9, il y a ça, on ne sait même pas ce que ça. Moi, je ne sais pas si on est rendu. Moi, je voudrais intervenir aussi. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'il n'y ait aucun représentant de la ville ici. Puis je veux me faire comprendre, je ne les voyais pas ici à titre d'intervenant, mais à titre de citoyen et à titre d'avoir des oreilles et d'écouter ce que les gens ont à dire. C'est pas vrai que si toutes nous autres, on était capables de se déplacer un samedi matin alors qu'il y a des tourtières à faire, puis le temps des fêtes, peut-être pas une seule personne du conseil municipal, je trouve que ça montre vraiment, là... Est-ce qu'on a des membres des formellement? Si moi je l'ai appris, je pense que le conseil municipal devrait savoir qu'il y en a eu. Mais en fait, ce qui est dit ici, ça va être acheminé à qui de droit. Ça fait que le 20... À l'époque, quand le comité de citoyens a été formé, c'était pas nécessairement que les élus étaient les bienvenus. Là. À une époque autre. Oui, Victor. On en avait discuté de ça à une certaine occasion. Ça a été discuté. On assuré en nous disant que les minutes de nos réunions, leur sont retransmises. Oui, ils en ont. Et d'autre part, la fois que le maire est venu, en fait, il a passé toute la réunion à se défendre. Alors, c'était pas très productif comme rencontre à cause de ça. Et on s'est dit que c'était peut-être mieux, lorsqu'on sera prêt, de les inviter. Ça va dans le sens... Ouais, ça va dans le sens de Roger aussi. On a à structurer nos demandes. C'est ce qui se fait tranquillement. Et une fois préparés, on les invite. Et normalement, le 22 janvier, on aurait de quoi à leur mettre sous la dent. Donc, formation d'un comité, la feuille est ici en avant. Vous venez écrire vos noms, votre adresse courriel, votre téléphone, et dans peu de temps, vous allez être invité, contacté. Il y a le système Doodle pour fixer une réunion. Chacun va avoir ce système chez lui, puis on va essayer de rejoindre les gens. Oui. Question, juste de procédure et tout. Est-ce qu'il y a des restrictions à savoir qui peut s'inscrire là? On connaît un peu la démographie de Sutton. Personnellement, je n'ai pas d'adresse fixe à Sutton. Je suis aux alentours depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a des restrictions qui fait que... Il n'y a aucune restriction. Deuxièmement, pour les participants, en fait, on a une liste d'envoi pour les participants au forum depuis le début. C'est à peu près 250 personnes. S'il y en a qui ne sont pas sur cette liste, il y a une autre liste ici que où vous pouvez écrire votre courriel et vous allez recevoir les courriels du Forum citoyen. Troisième chose, c'est qu'à la sortie tout à l'heure, d'abord le chapeau. Deuxièmement, je vais placer, nous allons placer sur la table deux communiqués. Un communiqué qui vient de la ville, qui a été sur l'info du vendredi, donc le communiqué de la ville, et un autre communiqué, c'est un citoyen préoccupé qui s'appelle Andrew, on a écrit, qui a fait un peu une estimée de les coûts, le processus pour arriver à travailler sur la démolition et tout ça. Ça prendrait 2 secondes. Pourquoi ne pas nous les lire tous les deux communiqués? Ah, les lire? Parce qu'il est 2 ce matin, il n'est pas midi. Jusqu'à midi. Andrew. What would you like me to do? To read it? Oui, ici. Okay, sure. Oui, je sais. Which one? I'm not following you very well. Puis il va lire le sien en français. OK, je vais essayer. OK. OK. En principe, l'idée est, premièrement, de penser un peu de temps. À ce moment, je m'excuse, correct. J'ai entendu qu'il y a les gens qui sont vraiment occupés avec démolir tout vitement. Ça, c'est... il y a une question autour du time frame.
Mais je pense que ça, c'est une chose, juste de penser un peu. La première chose est déjà passée, qui a fait le site secure. Et ça, c'est la raison pour la démolition là. C'était absolument nécessaire. Le prochain, à mon avis, la prochaine chose qui va passer est que les bâtiments qui sont là, qui sont ouverts à ce moment, ils vont, comme on dit, deviennent plus et plus dégradés. Oui, exactement. So, peut-être il y a la première étape, c'était nécessaire de prendre les jeux. La deuxième étape, peut-être c'est nécessaire à prendre quelques mois. Okay? Mais on peut commencer, pour faire la démolition, à mon avis, c'est nécessaire à faire la planification tout de suite. Ce n'est pas possible d'utiliser le bâtiment 7 quand il est en terre. Okay? L'opportunité est passée. Et aussi, si, par exemple, on fait un stationnement directement là, par exemple, c'est plus difficile à mettre un jardin communautaire là aussi. So, la planification, c'est nécessaire. Ça, c'est urgent à faire la planification. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes idées, la bonne direction de la citoyenne. Et après ça, peut-être ça va prendre quelques années à faire le développement de le site. C'est nécessaire d'avoir cette idée en tête parce que c'est nécessaire, la planification est un peu urgent pour l'instant, je pense. Oui. Un autre point sur le temps, qu'est-ce qui est important qu'on prend plus notre temps, parce que des fois les conseils précédents ne l'ont pas fait, c'est qu'on peut aller chercher des subventions, on peut aller chercher des choses. Exemple, quand ils ont fait l'hôtel de ville, ils ont décidé de faire l'hôtel de ville, ils ont eu une petite subvention, puis là ça a doublé le coût, mais ils n'ont pas eu de subvention sur le deuxième 3 millions qu'ils ont dépensé inutilement ou différemment, sans avoir la subvention de 65 %. Ça, c'est juste la planification. C'est pour ça qu'en prenant notre temps, au lieu que les citoyens, on se ramasse avec une facture de 2-3 millions, on peut se ramasser avec 35 % du 3 millions au lieu de 100 %. Oui, ça, c'est une bonne idée, un bon point. Ça, c'est la plupart de l'idée. Aussi, par exemple, avec les fêtes, je pense que l'ancien conseil a acheté le bâtiment, ou peut-être le conseil courant, ils ont fait un estimé de le coût pour démolir. Et je pense que ça, c'est 50-60 000 $ par exemple. OK? Quelque chose comme ça. C'est 560 000 $. C'est 600 000 $ autour, OK? Il y a quelque chose, ça c'était un estimé, et il y a deux problèmes, peut-être avec ça, c'est que peut-être il était trop bas, mais l'autre problème est que peut-être était plus haut, OK? Peut-être ça coûte la ville 100 000 $ par exemple. C'est nécessaire à pas commencer avec le bout d'utiliser 600 000 $ pour le démolir. Okay? Ça, c'est la raison pour penser à ce moment. C'est vraiment important. Une chose qui peut-être n'est pas populaire, mais moi, j'ai préféré l'alternative d'utiliser l'espace pour la communauté. Mais peut-être aussi, si c'est un cas d'argent, c'est possible de vendre une partie de le terrain ou le bâtiment pour financer les choses que la ville veut. Ça, c'est une autre, juste quelque chose qui n'était pas mentionné ici. Mais ça, c'est l'idée de penser maintenant comme ville. Il y a beaucoup de bonnes idées. La direction est correcte, comme vous avez dit. Tout le monde a les têtes ouvertes. Toutes les idées sont bonnes à ce moment et discutées. Et c'est nécessaire de progresser assez vite à cause de la sécurité et la santé. Et bien aussi la planification. Ça, c'est une grande implication pour la ville, comme nous avons parlé. Ça, c'est les idées générales en ce document. OK? Donc, en fait, l'article complet sera déposé sur la table. Je rappelle la formation d'une équipe, au moins 5-6 personnes, peut-être plus,
Vous écrivez vos noms, le courriel. Réellement mélangé, hein, parce qu'il y a quand même, même si on dit qu'il n'y a pas de jeunes, je pense qu'il y a des jeunes. Oui, il y a des jeunes. Ici, là, Oui. il va y avoir quelques jeunes sur le comité et pas juste des têtes. Oui. Des jeunes hommes. Oui. Ou pas de cheveux du tout. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? En fait, moi, je peux vous féliciter quand on organise quelque chose comme ça. On est toujours nerveux parce que il est 10h moins 5, puis on dit, il y avait Jeanne, il y avait moi, on a dit, à 3, on peut jaser. Mais c'est mieux de jaser à 25 ou 30, oui. Citoyenne, c'est pour notre bénéfice à tous et les générations futures. Alors, bravo. Oh, on y croit beaucoup. Ça fait la 13e année. En 2005, suite à une élection, à un groupe, on a dit on part un forum citoyen. Et ça a duré. Oui, et ensuite, oui. Une petite suggestion, c'est vraiment pas une truc comme ça, c'est qu'il reste quand même presque une demi-heure, plus qu'une demi-heure, puis tantôt on a manqué de temps. Oui. On peut garder 30, même 1 heure pour que les gens jasent, puisqu'on ici, on a vraiment tout lancé nos idées. Oui. On va lui donner des petites suggestions. Oui. D'autres, oui. Bien, tu sais, souvent, comme citoyen, on a l'impression que l'administration décide pour nous autres. Là, je pense que c'est le moment de prendre notre responsabilité de citoyen puis de décider tous ensemble qu'est-ce qu'on veut avoir là. Donc, je l'ai déjà dit, là, pour pas que ça reflète, pour pas que cet espace-là reflète une administration, mais une communauté. Oui, exactement. Bravo. Oui, Victor. Il y a le 19 décembre une réunion extraordinaire du Conseil de la Ville, lors duquel il y aura l'adoption du règlement d'emprunt pour faire la démolition. Est-ce que les minutes ou les informations qui ont circulé ici vont être retransmises aux membres du Conseil avant cette date-là? Oui, oui. Est-ce qu'on doit aller au Conseil le 19 pour leur dire, écoutez, boys, il y a moyen de... Les deux, c'est possible. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu suggères? Les deux. Les deux, oui. Oui, Anouk. Oui, moi, c'était pour reprendre l'idée que, je ne sais pas si vous avez entendu parler des villes en transition, mais j'ai l'impression qu'au travers du projet de Filitex, on vit un projet en transition, puis que c'est effectivement l'occasion de mettre sur la table tout ce qu'on souhaite pour une micro-société, évidemment, pour des réels changements. C'est là que ça peut vraiment s'exprimer dans cet espace-là. Oui, merci beaucoup. Oui. Oui. Pour mettre un push là-dessus, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont préoccupés par le fait que quand on prend des actions, des REER, en tout cas, dépôts à terme et machin, on n'a aucun pouvoir vraiment sur qui on endosse. Et je me disais l'autre jour, il y a certainement des gens qui ont des sommes considérables dans ces fonds et que ça part pour des Monsanto, pour des Bayers et compagnie, et qu'on en a besoin localement, eux, les premiers, s'ils sont citoyens d'ici. Je ne suis pas ferrée en finance pour savoir s'il y a moyen de bâtir quelque chose où cet argent serait quand même déductible d'impôts et tout ce qu'on a comme avantage, mais qu'on puisse choisir que cet argent-là soit mis dans quelque chose comme là, un beau projet communautaire. Très, très intéressant. J'en connais au moins 2 ici dans le groupe qui ont beaucoup d'argent. Oui, oui, ensuite, c'est oui. Oui. Victor, oui. Techniquement, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est de moins en moins vrai, mais la caisse pop, c'est le coop. Hein? Et eux, ils en font des placements. Donc, techniquement, on est capable d'aller en Assemblée générale, peut-être par pression. Je ne sais pas si c'est une des fonds. Oui. Pour savoir si c'était possible. Ils m'ont remballé de Granby à Montréal, un chiant pas possible. Et en fait, au bout du compte, on me disait, c'est une bonne idée à soumettre. Puis ils me disent de soumettre localement. Mais oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir localement. Fait que c'est pour ça que tu sais, je ne sais pas. Oui, là, je vois des gens qui s'habillent. Ça fait que
une dernière intervention, puis le temps qu'on mette les documents là-bas, puis que le temps que des gens viennent signer leur nom, on va tout faire ça dans ce qui reste, oui. Dernièrement, j'ai lu une BD qui s'appelle La Petite Russie, qui est l'histoire de la Guyenne, un village québécois proche de l'Abitibi. C'est une coop. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'amalgamer l'administration de la ville avec ce genre avec cette idée-là de coopérative, prendre une partie de nos taxes qui s'en vont en fiducie pour que les citoyens décident de ce montant d'argent-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ce montant d'argent-là, pour investir dans le village? D'accord. Tout ça est noté, c'est enregistré. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup